Et il réécrit la première page en transformant la dédicace Sinfonia Grande Eroica pour fêter le souvenir ou la mémoire d'un grand homme. La mémoire d'un grand homme. Le document témoigne Perrin et... Voilà. Et le nom de Bonaparte et encore moins de Napoléon n'apparaît dans cette symphonie. À la mémoire d'un grand homme. Alors cette idée d'ascension, on l'entend déjà dans le premier mouvement de cette symphonie en 4 mouvements. De même que les concertos ont toujours 3 mouvements, les symphonies à partir de la fin des symphonies de Haydn et de Mozart, c'est 4 mouvements. Un premier en général rapide, le deuxième ou le troisième, l'un est lent et l'autre est ce qu'on appelle un scherzo, c'est-à-dire un mouvement un peu plus léger, parfois assez souvent à 3 temps, et le final de nouveau un rapide. Donc le premier mouvement, vous allez entendre dans cet extrait, alors j'ai enlevé les 3 coups, Beethoven va commencer un peu comme une ouverture par 3 coups, pour nous saisir notre attention, qui sont vraiment coteaux, là je les ai enlevés, j'ai commencé tout de suite au début de la mélodie, et écoutez comment cette mélodie se développe dans l'orchestre, qui la présente au début et qui la reprend après. Facile. C'est les notes vraiment comme un accord au piano, ta 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 ta, et ça va être le thème obsessionnel de tout le premier mouvement, par lequel Beethoven nous entraîne dans un drame. Mais chacun peut se raconter son drame. Il n'a pas écrit de texte derrière, et vous l'avez entendu d'abord présenté plutôt dans les instruments à cordes graves, les violoncelles, et puis à la fin repris par ce qu'on appelle le tutti, c'est-à-dire tout l'orchestre, mais avec une nuance beaucoup plus forte. Et alors, donc, ce que Beethoven aimait beaucoup dans ses symphonies ou dans ses sonates, dans toute sa musique finalement, comme je vous disais, c'est nous entraîner dans un drame. Pour lui, on n'est plus du tout comme chez Mozart avec son concerto qui est plaisant, qui met le soliste en valeur. Là, il s'agit de nous prendre aux tripes. On parle de l'humain et des choses graves qui se passent pour chacun. Et alors, il y a plusieurs passages dans ce premier mouvement. Ah non, je vous ai mis des passages du deuxième mouvement. Mais bon, là déjà, vous avez entendu ce thème. Je vous remets juste le début pour que vous l'ayez bien dans la tête. D'ascension et cette admiration qu'il avait pour un Bonaparte et puis l'ascension de cette mélodie. Dans le deuxième mouvement, Beethoven a mis un titre éloquent. Il n'a pas mis qu'une indication de tempo, comme souvent, il a dit adagio assai, adagio assez lent, mais il a surtout marqué, Madame, qu'est-ce que vous lisez? Marche, oh ben oui, le marche funèbre. Marcia funèbre. Marche funèbre. Son deuxième mouvement est une marche funèbre. Mais c'est une marche funèbre qui a aussi ses moments de lumière, ses moments de drame, qui est magnifique. Et alors, donc écoutons, qu'est-ce que j'ai mis dans la marche funèbre? La première phrase,
de cette marche funèbre. Moi, je peux vous la décrire, mais je préférais que après, on essaie de se dire ensemble quel moyen Beethoven utilise pour nous plonger comme si on était dans un cortège d'un enterrement. Il a ressuscité là. Alors à qui Beethoven confie? C'est pour l'instant dans le début du deuxième mouvement cette marche funèbre. Avec quels instruments? C'est pas un basson là? Oui, le basson. Le basson et le hautbois. Oui. C'est le hautbois qui perçait le plus. Le tout début, quand on entendait à peine, il y a marqué sotto voce, ça veut dire vraiment une voix trop fine. C'était les violons, dans le grave des violons. C'était le premier pupitre des violons, mais avec un accompagnement très particulier. Alors c'est vrai qu'on n'entend pas très bien, je pense que ça sera beaucoup mieux au concert. Un accompagnement des autres cordes avec un motif rythmique, parce que Beethoven savait très bien utiliser le rythme pour créer des effets. C'est un grand rythmicien, Beethoven. Et alors, dans cet accompagnement, c'est le poids comme un glas qui sonne, qui est répétitif, avec un rythme toujours le même. Et puis très grave et très inquiétant, très sombre. Est-ce qu'on peut me réécouter un petit peu? Marche pour accompagner le mort. Oubliez la mélodie et essayez d'écouter que l'accompagnement. On est grave. Oui, c'est le violoncelle et les contrebasses. Surtout les contrebasses. Là, c'est un peu plus fort. Alors ce ta-ta-ta-ta, qui est vraiment qui on a envie d'aller se flinguer tellement c'est lourd, Beethoven va l'utiliser et va le développer. Il y a des passages de ce deuxième mouvement où ça va devenir un énorme, pas juste un petit ta-ta-ta-ta dans les contrebasses, mais un énorme ta-ta-ta-ta de tout l'orchestre qui exprime toute la douleur, le chagrin, le deuil, enfin on peut se raconter tout ce qu'on veut. Voilà. Et alors j'ai choisi deux passages dans ce deuxième mouvement où
d'autres moyens par lesquels Beethoven nous plonge dans une ambiance lugubre, notamment dans les écarts ou les harmonies, les écarts entre les notes de la mélodie qui ne sont pas vraiment conjoints, pas doux, qui sont difficiles, et puis aussi dans l'harmonie, les accords que Beethoven utilise. Écoutez là ce que ça donne, alors là moi j'ai l'impression d'être en plein requiem. Comme une mélodie de chant grégorien presque, quelque chose qui perd, ou comme dans les cantates de Bach, on a ça aussi parfois. Beaucoup d'agitation dans les instruments, et puis derrière le chœur qui scande comme ça, qui avance droit comme ça, et on ne sait pas ce qu'il chante, mais c'est... Et alors là, les cuivres, ça va être les trombones, les corps, plein pot, et je pense même que Beethoven leur demande de jouer cuivré, de positionner, je crois que c'est en mettant la main, la main dans l'instrument pour créer un son cuivré encore plus angoissant. Pour les corps, ils ne cuivrent pas avec la main, ça change la hauteur des notes. Quand ils cuivrent, c'est vraiment une émission particulière. C'est à l'embouchure. Quelquefois, ils lèvent le pavillon. Oui. Ouais. Alors là, je ne sais pas si vous levez le pavillon, mais en tout cas, effectivement... Non, la main dans le pavillon, c'est pour modifier la hauteur. La hauteur, d'accord. Heureusement, je n'ai pas dit de bêtises. Enfin, grâce à vous. Et alors, ce requiem, moi, ce qui sonne pour moi comme oui, ça me fait penser à des passages du requiem de Mozart, ce moment vraiment pathétique, dramatique. Eh bien, sachez que Beethoven a traversé une période très très difficile. Il a composé cette symphonie à Heiligenstadt, entre autres, qui était dans la banlieue de Vienne, et Heiligenstadt, peut-être pour certains très très connaisseurs d'entre vous, c'est l'endroit où Beethoven a écrit son très célèbre Testament de Heiligenstadt. C'est un lieu qui peut se visiter, c'est la maison qu'il occupait. Il aimait y aller l'été pour être en dehors de Vienne et du bruit, et être à la campagne. Et donc c'est là aussi où il a composé la symphonie pastorale, où ça le ressourçait d'être dans la nature. Sauf que là, Beethoven vivait le drame de la surdité. Et alors, dans ce séjour à Heiligenstadt en 1802, il écrit à ses frères un testament que je vous conseille vraiment un jour d'avoir l'occasion de lire, parce que si vous voulez découvrir Beethoven, la vie, l'homme, c'est ça qu'il faut lire. Donc, je vous en lis quelques passages. Pour mes frères Karl et Johann Beethoven, ô vous qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, comme vous êtes injuste. Alors Beethoven a la trentaine d'années, à peu près. Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Dès l'enfance, j'avance, pensez seulement que depuis bientôt 6 ans, je suis frappé d'un mal pernicieux que des médecins incapables ont aggravé, etc. J'ai dû de bonne heure m'isoler, vivre loin du monde en solitaire.
Et pourtant, il ne m'était pas encore possible de dire aux hommes « Parlez plus fort, criez car je suis sourd ». Beethoven l'a vraiment écrit. C'était une surdité que, voilà, encore une fois, c'est réel. Hein, c'est pas une légende, la surdité de Beethoven. Comment pouvoir alors avouer la faiblesse d'un sens qui, chez moi, devrait être dans un état de plus pure perfection que chez les autres, d'un sens que j'ai possédé autrefois dans sa plus grande perfection, dans une perfection telle que bien peu de musiciens n'ont jamais connue. Alors, il continue à dire la tragédie qu'il vit. Je suis aussitôt tenaillé d'une angoisse terrible, quand il est en société, celle d'être exposé à laisser remarquer mon état. En fait, il voulait le cacher. Et c'est l'art, et lui seul, qui m'a retenu. Il me paraissait impossible de quitter le monde avant d'avoir donné tout ce que je sentais germer en moi, et ainsi j'ai prolongé cette vie misérable. J'espère tenir dans ma résolution d'attendre jusqu'à ce qu'il plaise au parc impitoyable, les divinités, et au parc impitoyable de rompre le fil. Je suis courageux. À 28 ans, mais il avait 32 ans. Être déjà obligé à devenir philosophe, ce n'est pas commode. Pour un artiste, c'est encore plus dur que pour un autre homme. Alors après, il ne s'adresse plus à ses frères, il s'adresse à la divinité. Divinité, tu vois d'en haut, au fond de moi, tu le sais, que l'amour de l'humanité et le désir de faire du bien m'habitent. Donc l'hymne à la joie, les paroles de l'hymne à la joie et cette dernière symphonie de Beethoven, sur ces paroles de Hegel, d'élever l'humanité et d'une vocation d'artiste pour apporter du bien, c'était ça, la vie de Beethoven, c'était son credo. Dans toute sa musique, la musique l'a aidé à rester en vie, mais c'était parce qu'il était investi d'une mission qui s'était donnée, une mission très romantique que l'artiste élève l'humanité. Et alors ensuite, la mort, viens quand tu voudras, là il parle à la mort, je vais courageusement au-devant de toi. Adieu, et ne m'oubliez pas tout à fait dans la mort, etc. Voilà, la lettre. C'est raté, c'est pour l'oubli. Et ouais, il n'a pas... Et cette symphonie d'ailleurs qui a été pas très bien accueillie parce que Beethoven, il en demandait beaucoup, on n'était pas habitué à une symphonie qui dure presque 1 heure. Alors, on parlait des longueurs là. Et il disait, mais moi j'écris pour les générations d'après. Pour l'instant, il y a une citation très célèbre. Pour l'instant, on ne comprend pas ma musique, mais plus tard, on la comprendra. Alors voilà, peut-être que cette marche funèbre, c'est le parcours de Beethoven qui se bat contre son propre destin. Comme justement, la question que tu me posais, depuis qu'il a eu cet homme, sa musique, ça fait partie de ce qu'il a vécu. Est-ce que c'est lui qui l'a tout donné ou est-ce que c'est son intérieur qui donnait à chaque fois? Oui. Ah oui. Enfin, moi je crois. Enfin, vous avez peut-être vos opinions aussi là-dessus. Hein. Oui, parce qu'on peut être compositeur, mais entre guillemets, comme un technicien, mais et puis vivre comme des écrivains, quand ils écrivent de leur intérieur et de ce qu'ils ont vécu et tout ça, et ça sort des tripes. C'est ça, c'est une nécessité. C'est vraiment un artiste qui est nécessité. Parce que lui, il a quand même des passages, il a beaucoup de sombre, cet homme-là. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a vécu, bien sûr, à part sa personnalité, qu'est-ce qu'il a vécu qui fait que... mais il a vécu aussi tout simplement, Beethoven aurait beaucoup aimé avoir une vie d'homme marié, l'amour, il a souffert d'amour aussi. Une vie sociale et familiale qu'il a fortement. Voilà, il a été privé de ça fait quand même beaucoup pour un homme. Oui. Et puis après, les problèmes de reconnaissance, parce que donc, cette symphonie, à défaut de la dédier à Bonaparte, il l'a dédiée à un de ses mécènes, le prince Lobkowitz. Et Beethoven s'est battu, vous savez, il parle de Beethoven à la suite de Mozart comme un des premiers musiciens indépendants, qui ne dépendait pas justement d'une cour des princes, contrairement à Haydn qui avait un petit contrat là, d'exécutant, de valet. Et donc Beethoven voulait vivre de son art d'une manière indépendante, mais il avait quand même besoin de mécènes, sauf que justement à cause de tout ce qui s'est passé à cause de Napoléon, au moment où il avait enfin un contrat, une espèce de rente par 3 mécènes qui l'admiraient, et ben ça s'est cassé la figure parce que eux-mêmes ont été ruinés, les aristocrates, Lobkowitz, l'archiduc Rodolphe, etc. Tout ça s'est effondré et alors il a une vie même financièrement pas évidente. Et puis alors, Beethoven, il a même commencé très dur. Il avait un père qui était alcoolique. Enfin, on peut remonter encore plus loin. Hein. Il s'est occupé de ses petits frères. Après, quand un de ses frères est mort, il a voulu adopter son neveu. Mais la belle-sœur, on faisait plein d'histoires. Il y a eu tout un procès. Il était d'un milieu
Modeste ou petit bourgeois? Non, son père était musicien professionnel, mais non, quand même plutôt modeste. Parce que je crois que son père devait jouer. Non, il a assez vite, Beethoven a été presque responsable de sa propre famille. Il a perdu sa mère très jeune aussi, je crois. Il a perdu sa mère très jeune aussi. C'est ça. Alors heureusement, à Bonn, il était à Bonn, heureusement il y a eu justement un aristocrate qui a senti qu'il avait un talent fou et qui l'a envoyé à Vienne pour aller se former auprès de Haydn. À partir de là, Beethoven arrive à Vienne, se fait connaître surtout comme pianiste impressionnant dans ses dons, notamment d'improvisation. On dit qu'il rivalisait avec Clementi, par exemple, le compositeur, celui qui a écrit beaucoup d'exercices pour les pianistes. Et Beethoven faisait des joutes d'improvisation. Donc très vite, il s'est fait connaître dans la société bourgeoise et aristocrate viennoise, ce qui lui a permis petit à petit d'avoir certains mécènes, beaucoup de concerts, certains élèves aussi. Et la plupart de ses pièces sont dédiées à ces mécènes. Et la différence, c'est qu'il a pu commencer à écrire des pièces pas sur commande. Il a pu commencer à écrire un peu ce qu'il voulait, pas juste parce que, contrairement à Haydn, ou à Bach, même au temps de Bach, qui était d'écrire ses cantates toutes les semaines pour la paroisse, Beethoven, il écrivait parce qu'il le voulait. C'est quand même ça la grosse nouveauté. Alors le temps passe, moi je voudrais vous parler du 4e mouvement, parce que moi c'est mon favori, le final de la symphonie héroïque, parce qu'il a toute une histoire et il va nous amener à un dernier héros, et ce héros c'est Prométhée. Parce que figurez-vous que le thème, la mélodie que Beethoven utilise dans le final, c'est un thème qu'il a déjà utilisé dans sa musique, dans un ballet. Beethoven a composé un ballet pour Vienne, justement. Alors comme Beethoven ne fait jamais rien à moitié, il voulait que ce ballet soit un ballet d'un nouveau genre. Alors c'était un ballet, un genre de théâtre musical dansé, un mix entre la symphonie, l'oratorio, c'est-à-dire la musique religieuse, sans mise en scène, et l'opéra. Alors dans ce ballet, il y a des chanteurs, il y a tout un orchestre, et puis évidemment il y a la chorégraphie, une pantomime allégorique. Le chorégraphe, je peux vous dire son nom, Vigano, et ce ballet a eu pas mal de succès, il a été représenté 20 fois, ça s'appelait Les créatures de Prométhée. Il a été donné juste avant l'héroïque, en 1801-1802 à Vienne. Et alors le sujet de ce ballet, c'est Prométhée qui arrache les hommes de son temps à l'ignorance et les élève jusqu'à la moralité. On retrouve quelque chose, c'est pas étonnant que ça ait plu à Beethoven de s'intéresser à Prométhée. Et ça ne plaisait pas, le mythe de Prométhée au 19e a eu un succès, c'était un personnage important. Il y a d'autres artistes, notamment Goethe, qui se sont inspirés de Prométhée. Et ce qu'ils admiraient dans ce personnage mythologique, c'était, je vous cite un ouvrage sur Prométhée, c'était l'orgueil, ils exaltaient dans Prométhée l'orgueil de l'homme en présence d'une divinité oppressive ou indifférente, donc en l'occurrence Zeus, Prométhée qui se révolte. Ce qu'ils admirent, c'est le révolté conscient de son bon droit et de sa force, l'apôtre et le garant d'un avenir meilleur, le héros des futurs triomphes. Voilà ce que Beethoven essaie de raconter dans ce ballet. Et alors, dans ce ballet, la scène finale, c'est très long, c'est très long ce ballet, commence par cette mélodie. C'est le final de ce ballet. On imagine que ça termine comment ce ballet? Avec une telle musique. Là, c'est un peu joyeux quand même. C'est ça, c'est la liesse générale, parce que tout termine bien, parce que Prométhée a été dans l'argument de ce ballet, Prométhée est pris en main par Apollon. C'est Zeus, avec lui c'est la discorde. Mais là, c'est Apollon qui prend sous son aile, qui le ramène parmi les dieux, et puis qui Prométhée s'est allié avec les hommes. Enfin, ça finit très bien dans un petit ballet un peu campagnard, moi je trouve, presque.
Parce que l'ambiance de la pastorale. Oui, voilà, l'ambiance de la symphonie pastorale, tout à fait. Et Beethoven, qui devait bien aimer ce thème, surtout parce qu'il est lié à Prométhée, le reprend dans la symphonie, dans le final de la symphonie. Mais alors, ce qu'il fait, c'est qu'il commence son final par un accompagnement de ce thème. Le thème va apparaître après, mais il commence par ce qui est joué par les basses, en fait. Encore une fois, les basses de l'orchestre du violoncelle. Alors on écoute, c'est comme ça que commence le final de l'Héroïque. Sur les cordes. Attention les 3 coups. Oui, ça revient. Tout le temps. Et qu'est-ce que fait Beethoven? À partir de ce thème, il va faire des variations héroïques. Des variations vraiment impressionnantes d'imagination et de développement, parce que faire une variation, c'est quoi une variation? Vous connaissez? C'est comme variation dans la peinture, vous prenez les cathédrales de Rouen, de Monet, à différentes heures de la journée, c'est le même motif, mais habillé avec des couleurs, des éclairages différents. Vous pouvez prendre aussi, c'est chez Andy Warhol, ces séries de la journée, hop, c'est le même squelette transformé. Après, il y a les variations Goldberg, de Bach, enfin dans la musique, il y en a pléthore et pléthore de variations. Et là, dans Beethoven, dans ce final, emploie cette forme de variation. Alors écoutons tout de suite la deuxième. On va faire comme des... Voilà, tout de suite, je vous en mets une autre. Alors ça sera structuré comme ça, avec des variations qui s'enchaînent. Et puis il y a des moments, Beethoven quand même sort des sentiers battus de cette mélodie qui doit revenir toujours avec sa même structure, son même accompagnement, et développe, amène d'autres choses. Et voilà que tout de suite, qu'est-ce qui arrive en troisième variation? On va le reconnaître. Est-ce que vous avez reconnu, ou est-ce qu'il y a que moi qui... Et bien là, cette fois-ci, il nous a mis la mélodie de Prométhée. Cette fois, on avait commencé par avoir l'accompagnement grave, tam, 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 tam. Et cette fois-ci, se superpose la mélodie. Et voilà, et à partir de là, Beethoven, ça devient beaucoup plus riche, ces variations, parce qu'il va tricoter, il va faire des variations sur les deux, sur la mélodie guillerette du ballet de Prométhée, et puis sur cette basse, qu'au début on a entendu très énigmatique, comme on ne sait pas trop où ça va. Alors j'ai envie de tout vous faire écouter, mais j'en ai juste une autre par exemple. Vous allez entendre au cuivre, plus lent.
ta, il fait ta, 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 ta. Et on approche de la fin de la symphonie, donc on approche vraiment d'un final en triomphe. Vous allez entendre comment il peut donner un autre visage et aller vers le triomphe, parce qu'il ne faut pas oublier que cette symphonie héroïque, c'est le héros qui se redresse de son destin, qui est accablé de toutes sortes de tragédies et qui garde, qui tient jusqu'au bout et qui garde la tête haute. Alors ça vous parviendra, c'est presque dans les tripes. Alors, dernière petite incursion chez Beethoven, figurez-vous qu'il aimait tellement ce thème qu'il l'a repris au piano. Et il a repris ces variations pour les transformer uniquement au piano, ça s'appelle des variations Eroica, donc je vous les conseille aussi. Alors on entend tout de suite, c'est évident. Il rajoute la mélodie chromatée parce que ça donne. Et puis une petite dernière, on entend une autre façon. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur tout ce qu'on a brassé, Schubert, le concerto de Mozart, les solistes invités? Moi j'en ai une ou deux, même, puisque je ne peux pas dans les deux. Cet homme dirigeait ses propres œuvres, oui. Ou les faisait diriger, non? Il préférait les diriger le plus possible. Et avec son handicap, est-ce que vis-à-vis de tout l'orchestre, c'est pas ce qui fait qu'il y avait cette puissance aussi, non? Alors, il y avait cette puissance, mais ça a créé des grosses difficultés pour Beethoven, parce qu'on raconte que plusieurs fois, il terminait, il n'était pas synchrone avec l'orchestre, dans cette direction, et qu'il n'était plus en mesure, quoi. Donc c'était la honte, c'était l'humiliation, parce qu'il continuait à diriger alors que le morceau était fini. Mais effectivement, on dit aussi, il y a des experts qui se sont penchés sur la question qu'on sait qu'ils percevaient surtout les basses. Au fur et à mesure que sa surdité déclinait, il y avait certaines hauteurs qu'il ne percevait plus du tout. Et je crois que celle qu'il a perçue à peu près jusqu'au bout, c'était surtout les basses. Et effectivement, il y a des personnes qui ont analysé sa musique dans la 9e pour dire qu'il a écrit en fonction de ce qu'il entendait. Parce qu'évidemment, un compositeur, il a l'écoute intérieure. Il n'a pas besoin d'entendre pour la musique, il la chante dans sa tête. Les notes, elles s'écrivent comme ça. Mais quand même, le rapport qu'il avait avec l'extérieur, il entendait surtout les basses et il donne une grosse importance aux basses, effectivement. Et par rapport à ses contemporains, quelle était la musique? Qu'est-ce qu'il a apporté d'un seul coup qui a fait sa réputation, sa célébrité par rapport à ceux qui étaient contemporains et qui étaient
technicien et compositeur aussi. Alors si on parle vraiment de son temps, il s'est pas si bien que ça fait accepter Beethoven, parce que justement sa musique était complexe. Mais si on parle de la reconnaissance maintenant dans l'histoire de la musique et avec du recul, parce que Beethoven, c'est une grande question, moi je me sens un petit peu... Enfin, je me sens pas trop d'y répondre, mais moi ce que je dirais, c'est qu'il a cassé les formes, notamment au piano, il a créé dans ses sonates, tout d'un coup, on n'est plus vraiment absolument dans les 3 mouvements, il y a des mouvements qui vont s'enchaîner. Il a écrit beaucoup de sonates qui s'appellent quasi una fantasia. Donc son imagination fait sortir des moules, finalement. De l'époque. Des moules de l'époque. Et l'époque, c'était qui en référence? Alors, c'est ses contemporains, je vous ai cité Clementi. Il y avait la musique italienne prenait une grande importance. Il y avait Hummel aussi, compositeur. Mais pas laissé juste phrase. Alors bon, on a essayé de les remettre au goût du jour quand même. Hein. Oui. Il y avait quand même tout le début de Schubert quand même. Le début de Schubert. Oui. Oui. Et puis en France, c'était... Il suivait Mozart quand même. Il suivait Mozart de très près. Oui, il suivait moi. Oui, je voulais vous le dire. Il voulait même travailler avec lui. Vous parlez de la chronologie. J'avais marqué sur un papier. Au moment du concerto de Mozart, Beethoven avait 17 ans. Et au moment de la symphonie héroïque, Schubert avait 6 ans, par exemple. Ça peut vous donner un petit ordre de grandeur. Mozart était mort depuis longtemps. Donc effectivement, ils se sont croisés, tous ces gens-là. Beethoven et Mozart se sont rencontrés. Et Beethoven écoutait la musique de Mozart. Il pouvait la jouer, elle était éditée, c'était un de ses modèles. Il n'a pas du tout renié. Beethoven, il n'a pas commencé à dire qu'il faut tout changer. Enfin, c'était pas du tout comme ça qu'il se positionnait. Mais avec cette nécessité intérieure et cette liberté qu'il se donnait, il a développé aussi. Et il a aussi développé le langage de l'orchestre, qu'il a ajouté des instruments. Dans la 5e symphonie, le piccolo, c'était encore très rare d'avoir un piccolo. La flûte piccolo, la petite flûte. Le contrebasson, c'est-à-dire qu'avec Beethoven et puis ensuite avec Berlioz et d'autres compositeurs comme Weber dans l'opéra, on a commencé à grossir les pupitres. Au lieu d'avoir juste par exemple la flûte, on a voulu avoir plus aigu que la flûte pour pouvoir dire d'autres choses. Plus grave que la clarinette basse, plus grave que le basson, le contrebasson qu'on a dans la 9e et la 5e. D'ajouter un chœur dans une symphonie, la 9e symphonie, c'était complètement nouveau. Enfin, il n'est pas le premier, je ne vais pas dire, mais c'était pas du tout fréquent. Et parce qu'il voulait, cette symphonie devait porter ce texte, et alors il s'est donné les moyens. Il a écrit aussi Beethoven la fantaisie pour chœur, piano et orchestre, qui d'ailleurs donne les prémices de la mélodie de l'hymne à la joie. C'est pareil, une espèce de concerto avec un chœur, un orchestre. C'était innovant. Il innovait aussi beaucoup dans ce qu'on appelle le parcours tonal, dans l'usage des tonalités, qui rompait ces schémas complètement dirigés, fléchés, dans lesquels la musique baignait depuis 50 ans. Et du coup, il crée des... Enfin, moi, ce que je me dis, c'est que ça lui permet de raconter une histoire par la musique, sans forcément écrire son histoire derrière. Dans les quatuors aussi, c'est très important, parce qu'il y a à la fois, par exemple, chez Haydn, on a encore quand même la mélodie accompagnée beaucoup, alors que chez Beethoven, dans les quatuors, les 4 instruments dialoguent de façon très très égale. Hein. C'est quand même chez Mozart et Haydn, c'est pas encore ça. Tandis que chez Beethoven, il y a donc dans l'écriture polyphonique, il y a vraiment une équivalence des instruments. On n'est plus dans le rapport, on est beaucoup moins dans le rapport de la mélodie accompagnée. Hein. La grande fugue du quatuor en si bémol, elle est exemplaire pour ça. Puis il y a toutes les formes aussi, où beaucoup de quatuors, un certain nombre de quatuors de la fin, ne sont plus du tout dans les schémas habituels. Ouais. On a une fugue qui commence le 14e en do dièse mineur, et puis on a 7 mouvements quelquefois au lieu de 4. Enfin, voilà, il y a une grande liberté, comme vous dites. Hein. Et dans la 9e aussi, il ajoute un mouvement. Non, enfin, c'est surtout qu'il y a de grands développements. Ah oui, il y a 5 mouvements. Oui. C'est dans la pastorale, c'est dans la symphonie pastorale. Voilà, c'est la pastorale. Dans la 9e, c'est les chœurs et les solistes qui sont étonnants. C'est dans la 5e et la 6e. Peut-être que d'autres ont d'autres réponses, des amateurs de Beethoven qui... Non, mais vous disiez au début qu'on passe du classicisme au romantisme. Oui. C'est dans ce sens-là. C'est ça. Et notamment par le propos, c'est-à-dire que Beethoven, je vous ai parlé d'admiration pour Bonaparte, pour Prométhée, de son propre destin. On dit que la 5e symphonie, la ta-ta-ta-ta, c'est la symphonie du destin. Vraiment, il le disait, j'entends les coups qui frappent à la porte. Tandis que Beethoven, peut-être qu'il y a sa vie dans sa musique, mais ça ne transforme pas le langage de son époque. Il utilise les codes encore de son époque.
Et puis il n'y a pas cette même volonté individuelle d'un artiste qui veut sauver l'humanité, apporter quelque chose. Mozart, il écrivait sa musique parce c'était plus fort que lui, il fallait qu'il écrive de la musique, mais pas la même mission, je dirais. Je vous conseille Romain Rolland, l'écrivain Romain Rolland, elle a beaucoup écrit sur Beethoven, je pense que c'est quelqu'un qui l'admirait. Voilà. C'est vraiment... vous lisez ça, après vous êtes amoureuse de Beethoven, vous ne pouvez pas faire autrement. Il encense, il analyse, c'était presque un musicologue, Romain Rolland, pour tout ce qu'il dit. Oui, enfin, il adore peut-être, mais apparemment c'était un fichu caractère, Beethoven. Il s'apposait, moi je suis Beethoven, Oui. Et dans les entretiens, et dans Brimboulot. Oui, on rapporte qu'il a dit à un de ses mécènes, vous avez votre titre par héritage familial, et moi ce que je suis, je le dois qu'à moi. Mais il ne faut pas non plus réduire Beethoven au romantisme et puis à ce côté mission. C'est quelqu'un qui était très joueur aussi. Ah oui. C'est-à-dire que quand on le décrit dans ses improvisations, il improvisait en public, dans les salons, etc. On le décrit comme jouant vraiment avec les émotions des gens. Il a le plaisir de jouer avec ça. Et il y a notamment une anecdote où, quand il a créé le quatuor avec piano, quatuor avant avec piano, les musiciens, il s'amusait un petit peu comme on a en musique indienne. Je ne sais pas si vous connaissez la musique indienne où les improvisations peuvent durer. Alors il s'était lancé dans une improvisation qui n'est pas du tout écrite dans le quintet, donc quatuor avec piano, et avec le quatuor avant et piano. Et à chaque fois que les instrumentistes voulaient reprendre le mouvement, ils repartaient et les empêchaient. Il y a un côté très ludique. Et dans toute la musique du début, moi j'aime beaucoup la musique de Beethoven, qui n'est pas cette musique comme ça, inspirée